Ces gens qui me supplient de les sauver n'existent pas. Ils vivent cachés depuis plus de 30 ans au cœur de la jungle laotienne. Une zone interdite d'accès par le gouvernement communiste qui nie leur existence et les extermine dans l'indifférence générale. Chez vous, même les animaux ont des abris et à manger. Nous ici, nous n'avons rien. Comment allons-nous pouvoir survivre? Ils appartiennent à l'ethnie Hmong. Ils sont persécutés parce que leurs parents et grands-parents ont servi dans l'armée américaine jusqu'en 1975. Certains ont même combattu aux côtés des Français dans les années 50. J'ai fait Dien Bien Phu. J'ai sauvé un capitaine blessé. Je l'ai caché et soigné. Et en 1954, tous les Français sont partis. Je demande au président français de venir nous secourir. Oubliés de tous, aujourd'hui reclus au fond de la jungle, entourés de leurs femmes et de leurs enfants, ils luttent juste pour survivre. Pour les rencontrer, je dois passer par Vientiane, capitale de la République démocratique et populaire du Laos, nouvelle destination touristique. Les charmes du Mékong et la découverte d'un pays marxiste enchantent les touristes occidentaux. Et même si le drapeau rouge à la faucille et au marteau flotte toujours, le dollar et les étrangers sont ici les nouveaux rois. Tout va bien. La carte postale est parfaite, du moins en apparence. Un peu à l'écart, la police veille et les étudiants s'entraînent toujours, fusil mitrailleur à la main, à combattre la menace impérialiste. Une semaine à jouer aux touristes, c'est le temps qu'il me faut pour établir des contacts avec des intermédiaires afin de rejoindre la zone interdite. Vouloir rencontrer les rebelles Hmong, c'est la prison assurée. Rencontre discrète. Tout le monde change de nom. Je serai Peter et Guillaume qui m'accompagne sera John. Le chauffeur a décidé de s'appeler Na. Son camarade sera Monsieur Nong. Et quand il parle du chef militaire avec qui nous avons rendez-vous, un certain Meutete, il le nomme Mao. On va voir Mao Tse-tung. Il est caché dans la jungle. Bien sûr, Mao est un nom de code pour tromper les autorités laotiennes. Une journée de route pour rejoindre des guides qui nous conduiront au cœur du secteur interdit. Laotiens ou touristes, là-bas, personne ne peut circuler librement. Regardez, c'est l'armée là-haut. L'armée? Oui. Une guérite sur chaque sommet pour contrôler les déplacements de la population. C'est là-bas que nous allons. Là, c'est la montagne du Petit Poudabo. Et tout ça, ce que vous voyez là, c'est la zone de Meutete, jusqu'au Grand Poudabo. Une voiture arrive, nous redémarrons. Ce n'est pas le moment de se faire repérer. Dans la campagne laotienne, la délation fait partie du système. Nos guides ne doivent pas être loin. Où est-il? Je ne le vois pas. Il m'avait dit de m'arrêter là, de ce côté, juste ici. Il vous a demandé de vous arrêter ici? Oui, juste ici. Alors arrêtez-vous. Regardez, il y a des gens. Oui, ok. Allez, allez-y. Sûr? Oui, oui. La voiture s'en va. Nous nous enfonçons dans le noir, derrière deux inconnus. C'est par là. Après 2 heures de marche, premier arrêt. Nous pouvons enfin allumer nos lampes torches. Mets toujours ta lampe vers le bas. Il ne faut pas se faire repérer. On va manger. Je découvre nos guides. Pour les Hmong, ce sont des blackbirds, oiseaux noirs. Ils vivent dans la semi-clandestinité. Ils s'appellent Bunmi et Kamla. Ils font la liaison entre les villages et la jungle. Ce sont eux qui donnent les renseignements sur le déplacement des soldats.
On va marcher 2 jours. 2 jours sans dormir. Il y a des soldats laotiens et vietnamiens par ici. Bun My n'a qu'une vieille pétoire. Contre des militaires, nous n'aurons aucune chance. Alors il faut s'éloigner au plus vite. Franchir des montagnes et des rivières. Pour gagner une zone moins dangereuse. Silence, il y a des soldats là-haut. S'ils nous entendent, ils vont tirer. 17e heure de marche sans dormir. La jungle est plus épaisse, mais nous ne sommes pas seuls. Par terre, un emballage de cigarettes en bon état. Ce sentier vient tout juste d'être emprunté. Ce sont des Vietnamiens. Des soldats qui patrouillent dans le secteur. Car ici, au cœur du Laos, ce sont souvent des militaires vietnamiens qui viennent traquer les rebelles Hmong, donnant ainsi un coup de main à leurs frères communistes. Si on pose la grenade, ça fait un piège. Et quand ils reviendront, ça va leur péter à la gueule. Ils devraient être par là. Finalement, Kamla ne posera pas sa grenade. C'est la dernière qui lui reste et les munitions sont rares. On y va. La marche reprend, doucement. Chaque pas est calculé. Sur le chemin, derrière le moindre obstacle, il peut y avoir une mine. Pour des raisons de sécurité, Bun My décide de quitter la ligne de crête. Nous allons tailler notre chemin à travers la jungle. Cela fait 2 jours que nous marchons. Ce ruisseau est le premier où nous nous arrêtons vraiment pour nous désaltérer. Ce sera aussi notre première nuit de repos, loin de tout, à l'abri de la forêt. Nos guides font un feu, mais avant d'atteindre notre but, la route est encore longue. Motete est là, et nous là. Maintenant, on est à mi-chemin. Protégez-nous, que nos ennemis ne nous voient pas, et surtout que nous puissions rentrer sains et saufs. Avant chaque repas, Bun My offre une partie de sa nourriture aux esprits de la forêt. Les Hmong ont leur propre dieu, ils ne sont ni bouddhistes ni chrétiens, et ont souvent été persécutés pour cette raison. Deux jours de marche plus tard. Après avoir passé une dizaine de cols à près de 2000 mètres, nous voici enfin au lieu de rendez-vous. On a rendez-vous ici avec 6 des nôtres. Je crois que je les ai entendus. Bun My et Kamla vont tenter d'établir un contact. À leurs appels, dans le lointain, un sifflet répond. C'était les hommes de Motete? Oui, c'est Motete. Le buffle blanc est là, venez sans crainte. Nous ne sommes pas des militaires. Venez, venez. Enfin, sorti de nulle part, un premier homme en treillis militaire apparaît. Salut. Les autres sont derrière.
On était sur l'autre versant de la montagne. En fait, ça fait plusieurs jours qu'on vous cherche partout. Nous, on est passé par l'autre côté. C'est pour ça qu'on s'est raté. On file voir Meteuteux. Il est juste à côté. Voici celui que nous sommes venus rencontrer, Meteuteux. Il est accompagné de son escorte. Merci d'être venu nous aider. Ce chef militaire qui tient tête depuis 30 ans au gouvernement laotien s'effondre. C'est un homme épuisé par des dizaines d'années de jungle. Jamais aidé et souvent blessé, il a perdu sa main dans un combat contre les Vietnamiens. Vous avez croisé des Viettes? Ils sont dans le secteur et prennent le chemin du bas. Nous les avons contournés 2 fois pour arriver jusqu'à vous. Ils sont nombreux. Ils viennent de Sen Diet. On a vu des traces toutes fraîches. Ne traînons pas, on continue. Une rivière. L'endroit idéal pour une embuscade. Tout le monde est aux aguets. L'armée n'est pas loin. Un hélicoptère militaire nous survole, nous nous cachons. Les Viettes se renforcent et ravitaillent leurs troupes. Ils veulent en finir avec nous. La menace militaire est omniprésente et en plus, même au fond de la jungle, la guerre psychologique est là. C'est une lettre de propagande. Les soldats en laissent plein sur les sentiers. Si vous ne voulez pas mourir, sortez rapidement. Si vous ne vous rendez pas, une armée de 1000 hommes va venir vous assiéger et vous exterminer. Vous n'aurez plus de nourriture, et vous mangerez votre merde jusqu'à la mort de Meteuteux. Ceux qui se sont rendus ont tous disparu dans les prisons laotiennes. Les autres font confiance à Meteuteux. Nous voilà dans son ancien campement, aujourd'hui désert. Il s'était installé là il y a quelques mois avec 2000 personnes. Il avait eu le temps de construire des cabanes, mais les soldats les ont découverts. Ils sont tous partis. Ils ont foutu le camp. C'était il y a 15 jours. Ils étaient trop près de la rivière, trop visibles. Depuis, ils se sont dispersés dans les montagnes alentours. Après une nouvelle nuit de marche, au petit matin, des cris d'enfants. Nous voici dans le nouveau repère de Meteuteux. Des pleurs pour nous accueillir. Ils sont 800 à s'être regroupés ici. Bonjour. Les hommes, les femmes, les vieillards, tous sont submergés par l'émotion. Depuis 30 ans, seule une poignée d'Occidentaux est parvenue jusqu'à eux.
Regardez ce garçon. Il a été blessé par balle il y a 10 jours. Il s'appelle Vachkang. C'est parce que nous avons aidé les Américains il y a 30 ans que le gouvernement communiste continue sans relâche de tuer nos enfants. Un homme fend la foule et nous prend à partie. Vous qui venez nous voir, regardez et dites aux Américains et à l'ONU que nous n'avons plus rien, mais que nous sommes toujours en vie, alors qu'ils n'attendent pas que nous soyons morts pour venir nous sauver. Sinon, ils n'auront plus que nos os à récupérer. Va me chercher ma carabine. Des hommes arrivent avec leurs armes, enfin, ce qu'il en reste. Regardez ça. C'est une arme américaine. Ça balance ses grenades. Mais bon, en fait, elle ne marche plus. Boulette, il vous reste des balles? Et je peux tirer encore 2 coups, mais après, c'est fini. Moi, j'en ai encore 4. Et moi 10. Des carabines rafistolées avec des bouts de ficelle et des treillis militaires en lambeaux. C'est tout ce qu'ils ont conservé de l'époque où ils travaillaient pour l'armée américaine. Parce que mes parents ont aidé les Américains. Maintenant, même ce petit est une cible pour les soldats laotiens. Ils tirent sur tout ce qui est plus gros que le poing. La voici, l'armée de Meteuteux. Avec ses fusils hors d'âge, elle ne fait plus peur à personne. Dans ce campement, ils sont une soixantaine et dans toute la forêt, pas plus de 300. Tous dans le même état. Cela fait bien longtemps que la guerre contre les communistes ne les concerne plus. Les quelques balles qu'il leur reste serviront avant tout à protéger leur famille. Un soldat nous emmène voir son père. Tu peux t'asseoir? De l'aide s'il vous plaît. Ne pleure pas. Je suis à bout de force et j'ai faim. Je vais bientôt mourir dans cette jungle. Ne pleure pas. C'est ma mère. Elle a pris une balle dans l'œil. On s'est battu contre les Japonais, avec les Français, contre les Vietnamiens, avec les Américains. Et comme remerciement, regardez la misère dans laquelle on est. On va chercher à manger. On va chercher des racines. C'est une question de survie. Comme tous les jours, une colonne de femmes part dans la forêt à la recherche de nourriture. Elles sont escortées par des soldats. Il y a quelques mois encore, les femmes partaient seules, mais certaines seraient tombées dans des embuscades. Il y aurait eu des viols et des assassinats. Dans le camp, chaque famille garde une arme à portée de main. Les sacs sont toujours prêts. Il faut pouvoir s'enfuir si l'armée approche. Et cela fait tant que ça dure. En attendant, la principale occupation consiste à préparer à manger. Toujours la même chose. On ne mange que des bouts de tronc et des racines. Si vous ne nous aidez pas, on va mourir. Et nous deviendrons des fantômes qui vous hanteront jusqu'à la nuit des temps. D'ici peu, nous serons tous morts de faim.
Seule friandise pour les enfants, des racines. Ils sont tous dans un état de malnutrition avancée. Un enfant sur deux va mourir avant l'âge de 5 ans. Jamais un médecin n'est venu jusqu'ici. Ma fille est malade. Nous n'avons aucun médicament et avec la nourriture qu'il y a ici, nous attrapons plein de maladies. Regardez, la plus petite est en haillons. Nous n'avons plus rien. Pas de maison. Nous dormons par terre comme des porcs. Nous ne sommes plus des êtres humains. Les 200 enfants qui vivent dans ce camp ne savent ni lire ni écrire. Ils ne jouent pas la guerre. Les armes font partie de leur quotidien. Champette, un des membres de l'escorte de Meteuteux, nous invite à déjeuner. Des racines et un peu d'eau chaude. À côté de sa femme et de son bébé, un enfant nu. Asseyez-vous. Cet enfant, Champette l'a adopté quand ses parents ont été tués. Depuis cette attaque, il refuse de porter des vêtements. Tous les enfants sont traumatisés. Et pourtant, comme tous les gamins de leur âge, ils ne demandent qu'à s'amuser et à apprendre. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Bravo. Une nouvelle journée commence. Chacun essaye à sa manière de garder un peu de dignité. Les premières femmes reviennent, les paniers chargés de racines. Celle-là n'a pas vu son bébé depuis 24 heures. Allez, viens. Après une journée et une nuit de travail, c'est tout ce que j'ai trouvé. Il y a de moins en moins de racines comestibles dans la forêt. Un vieil homme m'entraîne à l'écart. Il vient de comprendre que j'étais français. Moi, Bliang est ému. Quelques mots dans notre langue lui reviennent. Il se souvient du temps où il vivait et travaillait avec les Français. C'était il y a 50 ans. En 1950, la France a envoyé son armée à Muang Yen. Notre chef était Monsieur Ligueux. Son second, César Meunier. Et le troisième, César Moyo. Je me suis battu à Dien Bien Phu. Après les combats, on n'était que 12 rescapés. Et moi, j'ai aidé un capitaine qui était blessé. Je l'ai caché, je l'ai soigné pendant 1 mois et 22 jours.
Et puis un avion est venu le chercher, avec d'autres soldats. Les Français sont partis. Je demande au président français de nous sortir d'ici. Il doit bien rester encore quelques anciens combattants d'Indochine. Qu'ils viennent nous aider. Nous découvrons que Meutete a une caméra vidéo. Elle a été financée par des mondes exilés aux États-Unis. C'est sa dernière cassette et il n'a presque plus de batterie. Mais il veut absolument nous montrer le résultat de la dernière attaque il y a 15 jours. Lui, c'est Chao Neng. Il a pris une balle dans la tête il y a 15 jours. Il avait 14 ans. Ce garçon qui a été tué, c'est mon fils. Il faut absolument stopper ces atrocités. Nous ne pouvons plus attendre. Les femmes et les enfants qui n'ont rien fait se font massacrer. Meutete réunit tous les chefs de famille. Il veut recueillir leur opinion. Tous ensemble, ils décident de profiter de notre passage pour envoyer un message aux responsables occidentaux. Ils le signeront au groupe CIA numéro 3, le service de renseignement américain où travaillaient leurs parents. Objet, requête pour la survie. Parce que nous avons participé aux côtés des Américains à la guerre du Vietnam. Parce que nous avons aidé les Français en leur temps. Et parce que nous avons fait la guerre aux côtés du général Vang Pao. Nous supportons aujourd'hui le fardeau de toutes ces affaires du passé. Nous sommes à bout de force. Nous mourons de faim et nous ne pouvons plus résister à cette tuerie. Par l'intermédiaire de Grégoire et Guillaume, nous demandons à l'ONU, premièrement, de nous fournir des vivres et d'obliger le gouvernement laotien à nous laisser en paix. Deuxièmement, nous voulons que l'ONU nous rapatrie vers un autre pays. Nous sommes les victimes des guerres passées. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on est dans la misère. Meutete nous remet cette requête. C'est l'heure du départ. Les parents de Kamla sont en pleurs. On s'est à peine vu et tu repars déjà. J'ai même pas de cadeau à te faire. Attention, et reviens vite. Dis-leur qu'on n'en peut plus. Dis-leur bien qu'on n'en peut plus. Rentrez bien dans votre pays, mais n'oubliez pas de venir nous rechercher. Ici, personne ne nous aime. J'implore les dieux du ciel et de la terre, tous les bons esprits de descendre pour bénir et protéger mes hommes durant tout leur trajet. Je chasse les mauvais esprits pour qu'ils ne restent pas près de nos hommes. Bonne route. Faites attention. Bye. Goodbye. Il y a une dizaine d'années, ils étaient encore 30 000 à se cacher dans ces montagnes. En 1999, les dirigeants laotiens ont promis d'exterminer tous les anciens de la CIA et leurs familles avant la fin 2002. Aujourd'hui, au cœur de la jungle, ils ne sont plus que 8 000. Aidez-nous. Aidez-nous.